Elle l'a appelée maman toute sa vie. Mais derrière chaque brûlure, chaque silence, chaque cicatrice, se cachait une vérité effroyable. Sa mère n'était pas sa mère, mais le bourreau de son enfance. Quand Madia découvre qu'elle a été arrachée à sa vraie mère, morte trop tôt, et élevée par une femme rongée par la jalousie, tout bascule. Elle décide de fuir, de se reconstruire, d'écrire, de parler et de briser le cycle du silence. Car parfois, survivre ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à vivre, libre. Dans une petite maison en banco, perdue au fond d'un quartier populaire, une jeune fille de 15 ans, Madia, se prépare pour l'église. Elle porte une robe blanche que sa mère lui a offerte il y a 2 ans, trop petite désormais, mais elle insiste pour la mettre. Elle l'aime, cette robe. C'est la seule chose qui la fait encore se sentir belle. Dans la cuisine, sa mère, Rokhaya, taille le manioc avec une machette. Son regard est dur, silencieux, méthodique. On dirait qu'elle découpe la honte plutôt que des racines. Quand Madia ose lui demander si elle peut tresser ses cheveux pour la messe, Rokhaya lui lance un regard froid. Tresse-toi toi-même, et n'oublie pas de cacher cette brûlure, on dirait une malédiction sur ton cou. Madia baisse les yeux. Cette brûlure, c'est Rokhaya elle-même qui la lui a infligée 3 mois plus tôt, avec une louche chauffée au feu. Une punition pour avoir répondu. Mais elle n'a jamais répondu. Elle avait juste demandé pourquoi elle n'avait pas le droit de manger ce soir-là. Ce matin-là, sur le chemin de l'église, Madia marche lentement. Elle serre contre elle une petite Bible. À l'intérieur, un vieux papier froissé, une photo déchirée. On n'y voit qu'un homme souriant, un bras autour d'une femme qu'on a arrachée du cadre. Un inconnu. Son père? Elle l'ignore. Mais ce qu'elle ignore encore plus, c'est que cette journée, cette simple journée de messe, va marquer le début de la fin du silence. Quelqu'un l'attend à l'église. Quelqu'un qui connaît la vérité. L'inconnu aux yeux tristes. L'église est remplie de chants, de tambourins, de robes colorées. Les femmes dansent, les enfants rient, mais Madia, elle, reste au fond, à côté de la porte. Son regard fuit les bancs. Elle ne veut pas qu'on remarque ses bras couverts de cicatrices, ni sa posture un peu courbée. Elle est habituée à se rendre invisible. Mais aujourd'hui, quelqu'un la voit. Un homme d'une 50aine d'années, élégant, assis seul. Il la regarde. Ses yeux sont sombres, mais pas méchants. Plutôt, tristes. Il semble reconnaître quelque chose en elle. À la fin de la messe, alors que tout le monde salue le pasteur, il s'approche doucement. Il s'adresse à elle comme s'il parlait à une vieille blessure qu'on n'a jamais soignée. « Tu t'appelles Madia, c'est bien ça ?» Elle hésite. « Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Samba. J'ai connu ta mère, il y a longtemps. Avant tout ça. » Un frisson traverse le dos de la jeune fille. Elle serre plus fort sa petite Bible. Ce nom? Samba, il lui dit quelque chose. Elle l'a entendu. Une seule fois. Une nuit, alors que Rokhaya croyait qu'elle dormait. Elle l'avait maudit à voix basse. Samba, que le feu te dévore où que tu sois. Madia le fixe. Pourquoi vous me parlez aujourd'hui? Il inspire longuement, puis sort de sa poche, la même photo qu'elle cache dans sa Bible. Mais entière. Et cette fois, elle voit la femme arrachée du cadre. C'est Rokhaya. Souriante. Heureuse. Méconnaissable. Je suis ton père, Madia. Et je suis venu te sortir de l'enfer. L'enfer a des yeux familiers. Madia ne rentre pas directement à la maison. Elle erre. Elle pense. Elle suffoque. Chaque mot de Samba résonne comme une gifle. Je suis ton père. Je suis venu te sortir de l'enfer. Mais quel père? Où était-il quand elle pleurait seule, quand elle se recousait les bras avec du fil de pêche? Pourquoi maintenant? Lorsqu'elle pousse la porte de la maison, le soleil est déjà tombé. La lumière crue d'une ampoule pendue au plafond éclaire le visage fermé de Rokhaya, assise, immobile, les bras croisés. Tu étais où? À l'église. J'ai vu un homme? Il dit qu'il s'appelle Samba. Le silence devient lourd. Très lourd. Rokhaya ne répond pas tout de suite. Son œil gauche tremble. Puis elle se lève. Tu lui as parlé? Madia fait un pas en arrière. Elle sent ce qu'elle a réveillé. La bête. Celle qui dort dans le ventre de Rokhaya. Il m'a dit qu'il était mon père. Mensonge. Hurle Rokhaya. D'un geste violent, elle renverse la marmite à moitié pleine. Des morceaux de patates douces roulent sur le sol. Elle s'approche de Madia, le souffle court, les yeux en feu. C'est moi ta mère. Je t'ai porté 9 mois. Tu me dois tout. Et chaque cicatrice? Murmure Madia. Je te dois ça aussi? Ces mots, simples mais tranchants, stoppent net Rokhaya. Pour la première fois, Madia ne tremble pas. Elle fixe sa mère, non, sa tortionnaire. Un silence tombe. Puis un rire. Lent. Froid. Déformé. Tu ne sais rien, ma fille. Tu crois que c'est moi, le monstre? Ce que tu vas découvrir, est pire que tout ce que tu crois savoir.
Ce qu'on ne dit jamais aux enfants. Cette nuit-là, Madia ne ferme pas l'œil. Les mots de Rokhaya tournent dans sa tête. Ce que tu vas découvrir est pire que tout ce que tu crois savoir. Elle ne sait plus à qui faire confiance. Rokhaya l'a élevée dans la peur, le silence et les coups. Mais Samba, ce père tombé du ciel. Où était-il pendant ces 15 années d'enfer? Pourquoi maintenant? À l'aube, elle décide de chercher la vérité elle-même. Elle retourne voir Samba. Cette fois, dans un vieux salon de coiffure transformé en boutique de tissus, tenu par sa sœur aînée, Fina. Elle s'assoit devant lui, le regard dur. Je veux savoir. Pas des demi-mots. Pas des silences. Toute la vérité. Samba sort une lettre jaunie. Il la lui tend. C'est une lettre de ta mère, de ta vraie mère. Elle s'appelait Néné. Madia fronce les sourcils. Néné? Elle n'a jamais entendu ce nom. Elle était ma femme. Elle t'a mise au monde. Elle est morte quand tu avais quelques semaines. Rokhaya était sa sœur. Elle t'a prise. Elle a refusé de me laisser te garder. Elle a disparu avec toi. Madia ouvre la lettre. L'écriture est tremblante, mais douce. Chaque mot est une caresse. Si tu lis ceci un jour, sache que je t'aimais avant même de te voir. Je suis désolé de ne pas pouvoir te voir grandir. Ne laisse jamais la haine étouffer ton cœur. Aime. Même si tu dois souffrir. Aime. Elle lit en silence, les larmes coulant sans bruit. Rokhaya n'est pas sa mère. C'est la sœur jalouse de sa mère. Et soudain, tout s'éclaire. Les coups. Les brûlures. Les mots comme des lames. Rokhaya ne l'a jamais aimée. Elle l'a détestée pour être le reflet de celle qu'elle avait perdue. Ce soir-là, Madia rentre chez elle avec la lettre de Néné contre sa poitrine. Chaque mot est une blessure douce, un pansement invisible sur 15 années de silence. Rokhaya est là, assise sur le lit, l'air fatigué, comme si une tempête intérieure l'avait vidé. Mais son regard est encore armé. Tu sais maintenant, hein? Madia ne répond pas. Elle sort la lettre, la pose sur la table. Rokhaya la fixe comme on regarde un fantôme. Pourquoi? Demande Madia. Pourquoi m'avoir fait ça? Pourquoi m'avoir fait croire que tu étais ma mère, tout en me haïssant comme si j'étais un fardeau? Rokhaya se lève lentement. Ses gestes sont pesants. Elle s'approche d'un vieux miroir suspendu au mur. Fissuré, comme elle. Parce que j'ai tout perdu le jour où tu es né. Silence. Néné avait tout. La beauté, l'amour de Samba, la douceur, la lumière. Moi, j'étais l'ombre. Toujours derrière elle. Et puis elle est morte, et il ne restait que toi. Le souvenir vivant de ce qu'on m'a volé. Tu m'as puni pour une vie qui n'était pas la tienne. Non, Madia. Je t'ai élevé pour que tu ne sois jamais comme elle. Mais tu le es. Chaque jour, ton regard me rappelle ce que j'ai perdu. Tu ne m'as pas élevé. Tu m'as brisé. Rokhaya détourne le regard. Pour la première fois, ses yeux brillent. Pas de rage. Pas de méchanceté. Du vide. Tu ne sais pas ce que c'est, d'être la sœur oubliée. La seconde. L'ombre. L'invisible. Alors oui, j'ai été dur. Mais je ne t'ai jamais tué. Je t'ai gardé. J'aurais pu, mais je t'ai gardé. Ces mots, terribles, résonnent. Madia comprend qu'elle n'a pas grandi dans l'amour. Elle a grandi dans la culpabilité d'exister. L'ombre qui quitte la maison. À l'aube, Madia se lève sans faire de bruit. Elle plie ses affaires dans un petit sac de toile, une vieille jupe, 2 chemises, et la lettre de Néné. Elle s'arrête une seconde. Regarde une dernière fois cette pièce où elle a tant pleuré, tant saigné, tant espéré. Et elle murmure. Je ne suis pas ton reflet. Je suis ta délivrance. Rokhaya dort encore, ou fait semblant. Son visage est paisible pour la première fois, comme si, en avouant la vérité, elle s'était débarrassée d'un fardeau. Mais Madia, elle, porte encore le poids des années. Dans la rue, la lumière du matin caresse doucement ses cicatrices. Pour la première fois, elle ne les cache pas. Elles sont là. Témoins. Preuves. Et pourtant, elle est debout. Elle marche jusqu'à la gare routière. Là, Samba l'attend. Il n'a pas besoin de mots. Il la regarde, puis incline légèrement la tête. Tu es prête? Elle hoche la tête. Pas pour fuir. Pour me construire. Ailleurs. Le bus démarre. Le quartier s'efface lentement. La maison, la peur, le silence, deviennent des souvenirs. Des cendres. Et dans son cœur, une promesse. Ne jamais laisser la douleur devenir héréditaire. Elle relit une dernière fois la lettre de Néné. Puis elle la range. Derrière elle, Rokhaya ouvre la porte, trop tard. Elle reste là, debout, les yeux vides. Elle n'a plus d'ennemis. Elle n'a plus de victimes. Elle est seule avec elle-même. Et parfois, c'est la pire des compagnies. Le silence guérit, mais ne pardonne pas. 2 ans ont passé. Madia vit désormais dans une petite ville côtière, chez Samba. Elle est inscrite au lycée, elle lit des romans en cachette,
elle écrit aussi souvent la nuit, souvent en pleurant. Elle commence à comprendre qu'on ne guérit pas en oubliant, mais en nommant les douleurs, en les regardant en face, et en avançant malgré tout. Samba, lui, essaie d'être un père. Maladroit. Mais sincère. Un soir, il rentre à la maison avec une lettre à la main. Elle n'a pas d'expéditeur, mais Madia reconnaît immédiatement l'écriture. Rokhaya. Elle hésite à l'ouvrir. Elle tremble. Mais elle l'ouvre. Madia. Tu es libre. Et je suis seul. Ce que j'ai fait ne se répare pas. Je n'écris pas pour être pardonné. Je t'écris parce que j'ai peur de mourir sans que tu saches. Que je t'ai aimé. Mal. De travers. Dans le noir. Mais aimé, quand même. Je t'ai haï parce que tu brillais là où moi, je n'étais qu'ombre. Mais maintenant que tu es loin, je comprends que ton départ était ma seule délivrance aussi. Ne reviens jamais. Vis. Sois lumière. Je porterai mes ténèbres seul. Rokhaya. Madia reste figée. Les mots la transpercent. Ce n'est pas une demande de pardon. C'est une confession. Une dernière. Elle ne répondra pas. Pas aujourd'hui. Mais elle sort un cahier, et commence à écrire, d'une main ferme. Je m'appelle Madia. J'ai grandi dans la peur. J'ai survécu au silence. Mais aujourd'hui, je parle. Pour toutes celles qu'on appelle filles, sans jamais les traiter comme telles. Et dans ces mots, une autre jeune fille lira un jour son propre reflet. Et saura qu'elle n'est pas seule. Le jour où l'on ne saigne plus. 3 ans après son départ, Madia est devenue une jeune femme de 18 ans. Elle vit seule dans un petit studio au-dessus d'une librairie. Elle travaille le jour, écrit la nuit. Son visage a changé. Il porte toujours les cicatrices, mais elle ne brille plus de honte, elle brille de survie. Un jour, une ONG locale l'invite à témoigner dans une école. Elle hésite. Pourquoi moi? Demande-t-elle au coordinateur. Parce que ton histoire, c'est celle de centaines de filles, mais toi, tu l'as racontée. Devant une salle pleine de jeunes filles, elle monte sur scène. Son cœur bat fort. Elle regarde l'assemblée. Puis elle parle. Je croyais que j'étais seule. Je croyais que c'était moi, le problème. Que les coups, les brûlures, les humiliations, c'était normal. Mais ce n'était pas normal. Et ce n'était pas de ma faute. Silence. Certains élèves essuient une larme. D'autres fixent le sol. J'ai appelé une femme maman toute ma vie. Mais ce mot ne protège pas toujours. Parfois, il emprisonne. Aujourd'hui, je vous le dis, on a le droit de fuir l'amour qui tue. On a le droit d'écrire une autre fin. Moi, j'ai choisi la lumière. Et vous aussi, vous le pouvez. À la fin, une jeune fille de 12 ans s'approche. Elle n'a rien dit pendant la conférence. Elle tend une petite feuille à Madia. Un dessin. Une femme debout. Derrière elle, des ombres. Mais devant elle, un soleil. Merci. Maintenant, j'ai plus peur. Madia serre le dessin contre elle. Ce jour-là, elle comprend. Elle n'a pas juste survécu. Elle a transformé ses blessures en balises pour les autres. Le dernier regard. Un jour de pluie, alors qu'elle quitte une séance de lecture dans un centre pour jeunes filles, Madia aperçoit une silhouette assise sur un banc, sous un arbre trempé. Elle reconnaît cette posture. Ce dos voûté. Ce silence brisé. Rokhaya. Elle est plus vieille. Plus maigre. Le regard perdu. Ses vêtements sont humides, sa peau flétrie par l'abandon. Les rumeurs disaient qu'elle avait tout perdu. Sa maison, sa santé, sa force. Madia s'arrête. Elle la fixe de loin. Des souvenirs ressurgissent. Les brûlures. Les cris. Les nuits sans repas. Mais aussi, cette vieille chanson qu'elle fredonnait parfois, quand elle croyait que personne n'écoutait. Rokhaya lève la tête. Leurs yeux se croisent. Elle ne dit rien. Pas un mot. Mais ses yeux parlent, ils demandent pardon. Pas à voix haute. Pas avec fierté. Mais dans le langage de ceux qui n'ont plus rien à défendre. Madia s'approche. Lentement. Elle s'assoit à côté d'elle. En silence. Tu n'as plus peur de moi? Murmure Rokhaya. Non. Parce que j'ai cessé d'avoir peur, le jour où j'ai compris que ce que tu m'as fait disait plus de toi que de moi. Un long silence. La pluie continue de tomber, doucement. J'ai toujours cru que t'aimer me détruirait, dit Rokhaya. Tu t'es trompé. Ce n'est pas l'amour qui détruit. C'est la haine. Et toi, tu t'es noyé dedans. Madia se lève. Je ne peux pas te sauver. Je ne suis plus ton ombre. Je suis ma propre lumière. Et elle part. Pas par vengeance. Pas pour fuir. Mais parce que certaines chaînes, on ne les brise pas avec des clés. On les abandonne, simplement. Des années plus tard. Madia a publié son premier livre. Il s'intitule « Le corps que j'habite n'a pas toujours été le mien ». Un récit cru, poétique, douloureux et libérateur. Elle est invitée dans des universités, des centres pour femmes, des émissions de radio. Pas pour raconter la haine,
mais pour transmettre l'espérance. Un jour, dans un petit atelier d'écriture à Dakar, une adolescente lui demande « Est-ce qu'on guérit vraiment, un jour ?» Madiha sourit doucement. Elle montre une cicatrice sur son avant-bras. « Regarde. C'est fermé. C'est propre. Mais c'est là. Guérir, ce n'est pas effacer. C'est ne plus saigner. C'est pouvoir toucher sans trembler. C'est pouvoir raconter, sans pleurer. » Dans la salle, le silence est total. Après l'atelier, Madiha rentre chez elle. Sur son mur, une photo encadrée. Elle est sans bas. Et, juste à côté, une autre photo, floue, vieille, presque effacée. Une femme au regard doux, au sourire triste. Néné. Elle ne l'a pas connue, mais elle l'aime. Et chaque mot qu'elle écrit est une conversation silencieuse avec cette mère absente, mais jamais cruelle. Quant à Rokhaya, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Peut-être est-elle morte. Peut-être erre-t-elle dans les rues, fantôme de ses propres regrets. Mais Madiha n'a plus besoin de savoir. Elle a compris ceci. On ne choisit pas toujours qui nous brise. Mais on choisit toujours ce qu'on devient après. Et elle a choisi la lumière. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.